Salut les gars, alors j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce sujet que vous avez dû voir dans le titre du coup, ou la miniature de la vidéo, c'est-à-dire l'éloquence. Alors tout d'abord je tiens vraiment à vous remercier pour tous les commentaires, tous les retours que vous faites, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires, à me faire part de vos retours, etc. Je vous avais demandé dans la dernière vidéo s'il y avait un sujet qui vous tenait particulièrement à cœur, ou dont vous aimeriez que je parle, et du coup il y avait quelques personnes, enfin il y avait une personne qui m'avait du coup recommandé le sujet de l'éloquence, et du coup je vais vous répondre dans cette vidéo parce qu'en fait c'est quelque chose que moi-même j'ai beaucoup travaillé de mon côté. Alors je pense pas être le mec le plus éloquent de la planète, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à travailler et beaucoup de choses à apprendre, parce que notamment, je pense que vous avez dû le remarquer, j'ai un débit d'élocution qui est très rapide. Mais ce que j'ai vraiment travaillé en fait c'était le contenu de ce que je disais, c'est-à-dire le storytelling par exemple, la manière dont je vais utiliser certains mots pour amener certaines émotions ou raconter certaines choses, avoir aussi peut-être une trame, c'est-à-dire un fil rouge en fait qui d'un point A à un point B, et bien s'achemine vers un chemin dialectique. Aussi du coup je suis désolé de ne pas avoir posté de vidéo la semaine dernière, j'ai été très occupé, j'ai eu pas mal de choses à faire, comme tu peux le voir je suis musicien, je suis compositeur à côté de ça, mais j'accompagne également les hommes à du coup réaliser leur plein potentiel, développer leur charisme, développer leurs valeurs. Ça peut passer par tout et n'importe quoi en fait, ça peut passer par le fait d'être un homme considéré comme un homme alpha par exemple, ça peut passer par, je sais pas moi, développer un talent artistique par exemple, quelqu'un qui veut faire de la BD, quelqu'un qui veut faire de la musique voilà par exemple, ou encore monter un business, j'accompagne ces personnes là à justement développer leurs valeurs, tout ça avec justement leur vérité intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qui vraiment les motive pour devenir du coup une personne de haute valeur et une personne inspirante pour son entourage. Et justement l'éloquence c'est quelque chose qui est en plein dans le sujet parce que il y a beaucoup de personnes qui, surtout si vous avez fréquenté les facs, les universités, les milieux politiques, etc., considèrent que l'éloquence, en fait, c'est un thème qui tourne autour du locuteur, en fait. C'est-à-dire que la personne parle, et il s'entend parler, et il palabre pendant des heures et des heures à s'écouter parler. En fait, ça, c'est l'ennemi, justement, de l'éloquence. Ce que tu veux, c'est pas parler pour te faire plaisir, pas parler pour te flatter, pas pour, justement, ouais, voilà, flatter ton ego, mais c'est en fait parler pour que tu sois compris. Et justement, utiliser beaucoup de mots savants, beaucoup de mots rares pour montrer ton appartenance à une caste, puisque c'est comme ça que la langue française a été créée, c'est-à-dire qu'en fait elle a été justement conçue à partir des différents niveaux de langage, et plus le niveau était rare, et plus du coup le niveau voilà, d'érudition, donc d'appartenance à une classe supérieure était un peu montré, était un peu validé. Et c'est pour ça que du coup aujourd'hui bien parler c'est un signe de validation sociale. Ce que je vais vous dire c'est que justement l'éloquence c'est pas ça, et tu remarqueras que dans littéralement toutes les autres cultures qui n'ont pas pour trait principal la richesse du vocabulaire et la richesse du langage, quelqu'un qui paraît comme charismatique, quelqu'un qui paraît comme éloquent, c'est justement un mec qui réussit à te faire passer un message et que toi tu le comprennes aussi bien que ce que lui avait dans sa tête. Bien évidemment quand on entend ça, la première chose qu'on se dit c'est qu'on doit parler que de ce qu'on connaît. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que si tu parles littéralement de ce que tu ne connais pas, de ce que tu ne maîtrises pas, et bah tu vas avoir du mal à en parler. Tu vas peut-être avoir du coup des bégaiements, des inapproximations, et en fait t'auras surtout pas de foi dans ce que tu dis. Parce que en fait, s'il y a un sujet que tu as vraiment maîtrisé, que tu as potassé à l'avance, dont tu as lu beaucoup de choses dessus, sur lequel tu es à l'aise en fait, bah tu vas avoir beaucoup plus de facilité parce que les mots vont te venir naturellement pour te l'exprimer. Ce qui, à l'inverse du coup, si tu ne connais pas ton sujet, tu vas avoir du coup plus tendance à des autosabotages. C'est-à-dire, je sais pas moi, par exemple, si tu bégayes, tu vas plus avoir envie de continuer. Souvent, par exemple, si tu ne maîtrises pas ton sujet, toi-même, ton cerveau en fait va bugger. T'auras beaucoup de trac également. Le trac c'est quoi? Le trac c'est le fait de ne pas avoir potassé son sujet et du coup, bah voilà, d'avoir peur de ce qui va venir, puisqu'en fait ce qui va venir ça sera du coup pour soi inconnu, tandis que si justement tu maîtrises ton sujet, si tu as lu tout ce que tu avais à lire sur ce sujet, si tu as pensé tout ce que tu avais à penser sur ce sujet, et je dis bien tout ce que tu avais à penser parce que tu n'auras jamais pensé tout ce qu'il y a à penser de manière générale, mais voilà, tu as fait tout ce que toi tu devais faire pour toi et qui t'ont amené à la satisfaction, et ben en fait tu n'auras plus aucune surprise vu que tu n'auras plus aucun inconnu. C'est toi qui maîtrises la situation, et c'est plus du coup les circonstances adverses qui contrôlent ce que tu vas dire. En fait, tu n'oses pas parce que tu n'es pas préparé. Et du coup, c'est la même chose littéralement avec la drague, c'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens qui, sur YouTube, te disent « La peur d'aborder une inconnue ne disparaîtrait jamais ». En fait, c'est la phrase la plus stupide du monde, parce que la peur de l'inconnu, tu l'as pourquoi? Tu l'as parce que, en fait, toi, au fond de toi, tu sais que t'es pas qualifié pour aller parler à cette personne-là. Toi, au fond de toi, en fait, tu sais que tu n'es pas, entre guillemets, l'homme de la situation, c'est-à-dire que tu n'es pas désirable, et du coup, tu n'as aucune raison d'être désiré. Ce qui, du coup, va résulter, premièrement, en une peur d'aller voir l'autre, parce que tu sais que tu seras pas à la hauteur, et deuxièmement,
en de l'auto-sabotage, vu qu'en fait, comme tu penses tout le temps à qu'est-ce que je pourrais dire, que t'es stressé, que t'es vraiment dans ton moulin à penser, dans ta roue de hamster, tu vas pas te vivre la situation dans le moment présent, et du coup tu vas pas trouver les mots adaptés à la situation présente pour pouvoir réussir à la décrire le mieux possible. Et du coup ça j'en parlais en fait dans la précédente vidéo sur le ghosting, alors tu peux aller la regarder si tu l'as pas encore déjà vu, mais en gros ce que je disais c'était que justement si tu n'étais pas dans le moment présent, si tu étais trop dans la projection et dans l'angoisse de ce qui pourrait arriver, et bien en fait tu vas littéralement te déconnecter de ce que tu es en train de vivre, et du coup déconnecter tes pensées de la pertinence du moment. Tu vas cesser du coup d'être pertinent, puisque voilà, tu seras projeté, et ton cerveau il sera pas concentré sur qu'est-ce que je peux dire là maintenant dans cette situation, par exemple pour avoir de l'humour, pour avoir de la pertinence, pour avoir justement un propos juste par rapport à l'instant, mais tu seras dans qu'est-ce que je ne pourrais pas dire, qu'est-ce que je devrais dire, etc. Et du coup en fait ça c'est extrêmement nocif. Merde, je viens de faire bouger la caméra. Donc bref, le truc de la peur d'aborder ne disparaîtra jamais. En fait elle disparaîtra jamais parce que tu ne travailles pas ta confiance en toi. Et bien évidemment tu peux faire du nombre, tu peux aborder n'importe qui dans la rue, tu peux avoir plus d'interactions que tu n'as jamais eu dans ta vie. Ça ne changera pas le fait que toi-même tu n'as pas d'estime de toi. Et donc du coup, t'auras toujours, en fait, si tu veux, cette petite voix inconsciente dans ta tête qui te dira « Attends, est-ce que t'es sûr que t'as envie de le faire là ?» Ça, c'est la même chose pour l'éloquence. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas assez ton sujet, si tu n'es pas assez pertinent sur ce que tu dis, si tu n'as pas assez de valeur à apporter à l'autre, que ce soit à la personne en face de toi ou à ton auditoire, là comme je le fais par exemple indirectement, et bien du coup, cette peur, elle ne disparaîtra jamais, effectivement, si tu ne développes pas la foi en ce que tu dis. Parce qu'en fait, l'éloquence, je vais la définir comme ça, c'est la foi en tes propos, c'est la foi en ton discours, tandis que le charisme, ça serait plutôt du coup la foi dans ce qu'on est, indépendamment de la validation extérieure. Je vais vous prendre un exemple, on a tous ce type en tête qui vraiment s'habille de manière extrêmement douteuse, extrêmement bizarre, extrêmement provocatrice peut-être, et on se dit vraiment à sa vue, mais qui s'habille comme ça? Mais cette personne elle est charmante. Il y a un truc qui se dégage de cette personne-là, et tu sais pas pourquoi, mais de manière plus ou moins subtil, t'es attiré par lui. Mais du coup, pourquoi est-ce que cette personne était si attirante alors que justement, à la base, on se disait qu'elle était un peu spéciale? Parce que justement, elle s'assume à 100%. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle est elle-même, sans aucun remords. Et du coup, on pourrait se demander, mais comment est-ce que cette personne fait pour justement avoir une telle foi en elle-même? Pour avoir du coup, en dépit de la validation des autres, en dépit du regard qu'on pourrait porter sur lui et du jugement qu'il pourrait endurer, comment est-ce que cette personne réussit à rester elle-même par-delà toutes ces circonstances? En fait c'est super simple, c'est parce que cette personne elle a une vision, c'est-à-dire que cette vision là, qui est sa mission de vie peut-être, qui est son projet, qui est ce vers quoi il tend de manière inéluctable, et bien en fait ça c'est ce qui va justement construire sa détermination, et cette détermination en fait c'est ce qui va construire la force de caractère et qui va du coup forger le charisme. Cette vision là, la personne elle l'incarne dans 100% de ses paroles, dans 100% de ses actions. C'est ce qu'on appelle la congruence. Tu peux trouver des personnes qui, par exemple, font le mal alpha en soirée. Et bizarrement, quand tu la revois dans la vie de tous les jours, quand tu, par exemple, t'es une femme et tu revois cette personne en date, tu te rends compte que il y a un petit décalage entre ce qu'il voulait être, c'est-à-dire ce qu'il voulait passer pour, en fait, et ce qu'il était vraiment. Ça, c'est une personne qui n'est pas congruente. C'est-à-dire que si tu te comportes d'une manière qui n'est pas en accord avec tes actions, la personne en face de toi pensera que du coup que tu es un menteur et un hypocrite. Et à juste titre, puisque en fait, ce que tu lui as montré à cette personne-là, ce n'était pas toi. Donc le charisme, c'est aussi la congruence. C'est-à-dire que si tu te comportes de manière virile, brutale, alpha, etc., eh bien, ta personne doit suivre tes actes. Et en fait, ce que tu dois comprendre de ça, c'est qu'on n'est jamais autant à l'aise qu'en étant soi-même. Et ça peut paraître comme un paradoxe, parce que justement, on a peur de se faire juger quand on est soi-même, on a peur de dire ce qu'on pense vraiment, parce que justement, on a peur d'être jugé. Mais parce qu'on a peur de se juger, eh bien, on ne se laisse pas être soi-même. Justement, on n'attend pas la validation des autres. C'est justement parce que tu attends la validation des autres que tu n'es pas toi-même. Parce que les autres peuvent être en désaccord avec toi. C'est d'ailleurs, même, genre, par définition, les autres ne sont pas d'accord avec toi. Parce que les autres ont leur propre personnalité, alors que toi, tu as la tienne. Tu as tes propres expériences, tu as ton propre vécu, tu as tes propres émotions, qui seront pas du coup les émotions que l'autre ressentira. Parce que tu as ton propre cerveau et tes propres messages chimiques qui sont distribués dans ton cerveau. Si tu attends constamment la validation des autres, tu ne pourras jamais être toi-même. Parce que du coup, ce que tu voudras, c'est être chaque personne que tu croises dans ta vie. Donc le plus important, en fait, c'est de développer toi, qui tu es toi-même. C'est-à-dire ta spécificité, ta valeur personnelle, qu'est-ce que tu apportes aux autres. Et ça, c'est le cas dans, en fait, tous les domaines de la vie, parce que j'en ai parlé dans le domaine de la séduction, c'est-à-dire quelle est la valeur que tu apportes à la femme
en étant à ses côtés, pour la simple et bonne raison que, je vais te donner un exemple très simple. Si tu as quelqu'un qui vient de faire du racolage par téléphone, ou alors je sais pas moi, dans la voie publique, et qui te dit voilà, achète ça, achète ceci, achète cela, et qui va commencer à te poser plein de questions sur toi pour déterminer ton profil et machin, et essayer de te vendre un truc, bah t'as pas envie de parler à cette personne-là. Pourquoi? Parce que cette personne-là, tu sais qu'elle te prend plus qu'elle ne te donne. Ce qu'il veut, c'est prendre ton attention, c'est prendre ton argent. Justement, t'as pas envie qu'on te considère comme quelqu'un qui veut prendre aux autres. T'es quelqu'un qui apporte de la valeur au monde, quelqu'un qui apporte de la valeur à l'extérieur. Et tu remarqueras que toutes les personnes qui ont du succès, toutes les personnes qui ont justement un entourage, bah ils ont construit cet entourage-là pour la raison simple que justement, ils avaient une raison de se fédérer autour de lui. Ça n'existe pas, la personne, ah bah voilà, j'aimerais bien de l'argent. Ah, j'aimerais bien une relation. Ça n'existe pas en fait, si tu veux. Ah bah tiens, il veut de l'argent, bah on va lui en donner, tu sais. T'as vu ça où? Ça existe où? C'est pareil, genre, une femme... Ah, il est puceau, ah, il a envie de sexe, bon bah alors je vais me donner à lui. Non mais t'as jamais vu ça, enfin, ça n'existe pas. Donc, développe une spécificité, développe une passion. Une passion, c'est quoi? C'est un domaine dans lequel tu as investi ton temps, dans lequel tu as vraiment passé des heures et des heures sur ce sujet, et du coup, bah voilà, tu t'es investi personnellement dans ce thème-là, dans ce sujet-là, dans cette discipline-là. C'est en fait quelque chose, si tu veux, dans lequel tu associes du plaisir et de la satisfaction pour chacune des actions que tu entreprends dans ce domaine. Moi par exemple, un truc que j'adore, bien évidemment c'est le coaching, parce que j'adore pousser les gens à atteindre leur plein potentiel. C'est aussi la musique. Quand je vois la musique, par exemple, je ne vois pas les heures passer. C'est un très bon indicateur de qu'est-ce qu'une passion. Et après tu peux me dire ouais mais je sais pas, moi j'ai pas vraiment de passion et tout. Par exemple je scroll sur TikTok. Ouais d'accord, mais du coup l'algorithme TikTok il te recommande un certain type de contenu. Et ce certain type de contenu que tu consommes, c'est le domaine qui constitue ta passion, on est bien d'accord. Par exemple si tu regardes des vidéos sur l'informatique, sur l'écriture, sur les animés, sur les jeux vidéo etc. En fait cette niche là, ce domaine d'activité plutôt, ça va être ta passion. Donc trouve-toi une passion, une spécificité qui justement pourront rendre ton discours et ta vision plus clairs et du coup développer de la connaissance qui entraînera l'éloquence. Si t'as pas d'idée sur ta vision, tu peux la clarifier en étant au clair avec tes intentions ou alors avec tes valeurs ou tes croyances. Tu pourrais te poser des questions par exemple comme qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je trouve juste? Ou alors justement à l'inverse, qu'est-ce que je trouve injuste? Qu'est-ce qui dans la société provoque une colère en moi? Une révolte? Tu pourrais aussi te poser la question où est la vérité pour moi? Qu'est-ce que je considère comme vrai? Ces questions-là, en fait, ça va aider à nommer, pour mettre un nom du coup sur ses croyances et ses valeurs, ou simplement les identifier. Ces valeurs-là, en fait, elles étaient enfouies en toi. Tu vois bien que tu as réussi à les déterrer. Tu vois bien qu'en te posant ces questions-là, tu as réussi à les trouver. Et si encore une fois, avec ces questions-là spécifiquement, ça ne t'a pas aidé, c'est qu'en fait, ces questions-là n'étaient pas adaptées à toi. Bref, du coup, ces valeurs qui ont été négligées, ça veut pas dire qu'elles n'existent pas en fait. C'est ça un truc qui est vraiment très important que tu dois comprendre, c'est que tu es comme un potager, et toutes les graines que tu as posées par exemple, je sais pas moi, tes actions au quotidien, ton alimentation, les pensées que tu cultives dans ta tête, ça va donner une forme et un résultat à ton potager. Par exemple, si tu as énormément de problèmes à réussir à manger sainement, à réussir à adopter des pensées qui sont positives, ou justement un mode de vie sain, tu vas avoir plein de mauvaises herbes dans ton jardin, on est bien d'accord. Ça veut pas dire que ton potager il est pas fertile, ça veut pas dire que ton potager il n'a aucun potentiel, parce que tu remarqueras que si tu commences à enlever toutes les mauvaises herbes, et si tu commences justement à l'entretenir, ce que tu ne fais pas, hein, tu ne t'entretiens pas, tu n'entretiens pas ton potager. Si tu commences justement à porter de l'intention sur ton potager, commencer à cultiver ton potager, commencer à planter des graines, les arroser chaque jour, poser une action, c'est-à-dire chaque jour, tu verras que tu commenceras à avoir un potager qui sera magnifique, et dont les graines donneront des magnifiques fruits. Et tu remarqueras que plus tu as un fruit que tu aimes cultiver, et plus tu vas passer du temps dessus. Du coup, plus il va être entretenu et plus il va être magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu peux lire sur les sujets qui te passionnent, te renseigner sur vraiment ce que tu as envie de faire et ce que tu as envie d'apporter en particulier. Si par exemple ton domaine de prédilection c'est, je sais pas moi, l'agriculture, voilà, et bien tu vas essayer de lire des livres sur l'agriculture. Si ton domaine de prédilection c'est l'immobilier, tu vas beaucoup lire sur l'immobilier pour justement être le plus pertinent possible. Premièrement, toi de ton côté avoir le plus de résultats possible, et deuxièmement encourager les autres à justement avoir le meilleur résultat possible, c'est-à-dire exhorter les personnes qui sont autour de toi au meilleur. Et tu remarqueras que très vite, tu seras perçu comme plus éloquent, puisque premièrement, tu auras de la passion, tu auras de la hargne, tu auras vraiment de l'envie de donner au monde, et en plus, tu apporteras de manière positive aux gens. Donc en fait, les gens, ils vont penser que tu vas être un giga chat, quoi, c'est incroyable. Et lire sur des sujets précis, c'est, j'insiste, lire en prenant des notes. T'es pas là pour lire ton musso en vacances, comme littéralement tous les gens qui ne font pas d'argent ou qui ne sont pas éloquents. Ce que tu veux, toi, justement, c'est faire de l'argent et être éloquent. Donc, ce que tu vas faire, c'est faire l'inverse de ces personnes-là.
Je dis pas que lire du Musso c'est pas bien, c'est aussi pas mal, enfin c'est bien de se divertir, mais si tu passes ta vie littéralement à te divertir, c'est-à-dire prendre ton attention et la mettre ailleurs que là où elle devrait être, bah t'auras pas de résultat et du coup tu seras pas fier de toi. Bien évidemment, la gratification instantanée fait que sur le moment t'éprouveras du plaisir, mais après imagine comment tu te sens. Tu sens vraiment comme une merde. Et d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus sur justement ce qu'on appelle le dopamine détox. Alors c'est un sujet qui est pas très bien compris, il y a plein de personnes qui disent beaucoup de choses et il y a plein de personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Je pense que du coup la prochaine vidéo ça sera ça. Bref, du coup je dis pas que se divertir c'est mauvais, et je dis pas que lire du Musso c'est forcément mauvais, surtout qu'en plus en France on a vraiment une aversion pour tout ce qui est pas validé culturellement par la intelligentsia. Ouais, on va se dire oh on nous a pas dit à l'école que c'était bien, donc du coup c'est de la merde, et les gens qui sont considérés comme des académiciens intelligents ils disent que c'est de la merde, donc on va dire que c'est de la merde. Mais en fait ça veut rien dire, parce que si tu veux, tu peux lire du Nietzsche, tu seras tout autant un loser si tu n'appliques pas en fait ce que tu as retenu dans le livre. Donc bref, lis de manière intelligente. Je ferai également une vidéo dessus, comment retenir tout ce que tu lis et lire intelligemment, parce qu'il faut savoir qu'il y a des méthodes qui vraiment sont très pratiques. Mais voilà, ça sera pour une prochaine vidéo. Un truc à faire aussi, c'est d'avoir plus d'interaction sociale, parce que forcément, si tu n'as pas l'habitude de parler aux gens, bah tu n'auras pas l'habitude de parler tout court, et tu bégayeras, tu sauras pas aligner des phrases, tu sauras pas aligner tes pensées, tu sauras pas aligner tes mots, et tu remarques en fait que parler avec des gens, c'est des réflexes que tu prends, c'est des réflexes, c'est des habitudes de ton cerveau. Donc si tu n'entraînes pas cette habitude-là, c'est pas étonnant que tu bégayes et que tu sois pas à l'aise quand tu parles. Par exemple, tu peux t'inscrire dans des clubs de réseautage. Alors il y en a dans quasiment toutes les villes, à part si tu habites vraiment dans la campagne. Même encore dans la campagne, il y a vraiment des clubs de réseautage. Donc trouve un club de réseautage qui est proche de ta ville ou de ton village et commence à fréquenter. Alors tu pourras trouver énormément d'amis parce que c'est des gens qui sont dans la même dynamique que toi. Si tu espères trouver des mentors, c'est pas forcément là que tu vas en trouver, parce que justement il y a plein de gens qui viennent là-bas dans le même esprit que toi, avec la même mentalité que toi, c'est-à-dire de se faire justement des connaissances et de pouvoir un peu voilà prendre aux autres. Toi ce que tu as envie de faire, c'est que tu as envie d'être différent, on est bien d'accord. Donc ce que tu as envie de faire, c'est d'apporter aux autres. Ce que tu vas faire dans ces clubs-là, c'est que avant d'y aller, tu vas te renseigner au maximum sur le sujet qui te passionne, et tu vas du coup faire part de ta passion. Et ce qui fait que lorsque je parlais aux gens, j'en parlais avec passion, j'en parlais avec mon cœur, et j'en parlais vraiment, voilà, avec... en plus j'avais des références, etc. Et du coup les gens, ils étaient intéressés par m'entendre parler de ce sujet-là. Un truc qui est aussi incroyable, et ça il y a peu de personnes qui sont prêtes à faire les efforts, mais c'est ce qui différencie une personne qui justement va réussir, et une personne qui ne va pas réussir. La personne qui va réussir et la personne qui ne va pas réussir savent tous les deux ce qu'il y a à faire. Sauf que la personne qui réussit met en place justement les choses qui sont compliquées et qui demandent de l'investissement et de la difficulté, alors que la personne qui justement ne réussit pas ne va pas faire tous ces efforts là. Et bref, du coup ce que tu dois comprendre interagir, etc., c'est que ne prends pas ton téléphone quand tu sors. Vraiment, c'est un truc vraiment qui est un game changer. Vraiment, ça va changer toute ta vie. Quand tu sors, généralement, t'es là, la tête sur ton téléphone, tu lèves même pas les yeux, tu rentres dans les gens et tout, tellement tu vois pas où tu marches, et tu peux te faire littéralement écraser par n'importe quelle voiture. Combien de fois je sors en ville et il y a des gens qui klaxonnent parce qu'il y a un type qui a ses écouteurs, qui voit rien, qui entend pas ce qui se passe, etc. Ton téléphone, quand t'as rien à faire, tu le sors dans ta poche et c'est bon, tu vois, tu commences à swiper, tu commences à scroller, tu commences à consommer du contenu, etc. parce que t'as rien à faire. Et du coup ça c'est bon, t'as ta dopamine, t'es content. Sauf que quand tu n'as pas ton téléphone, tu dois faire autre chose pour t'occuper lorsque tu es ennuyé. Donc tu vas commencer à parler aux gens, tu vas commencer à développer des pensées. C'est-à-dire, voilà, justement, penser plus en profondeur, qu'est-ce que je pourrais faire pour réussir, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma vie, ma situation, etc. Un truc aussi qui est très important, c'est d'arrêter les SMS. Vraiment, arrête tout de suite les SMS, d'envoyer tout le temps plein de messages aux gens, parce qu'en fait, le truc, c'est que plus tu es dans le fait d'envoyer des textos, des SMS, etc., et dans la projection d'une relation éventuelle que tu pourras avoir avec une personne, et moins tu es justement dans cette relation avec cette personne, moins tu as de contact avec cette personne-là. Et ça, c'est une phrase que j'aime bien dire, c'est-à-dire que avec l'ère des smartphones, en fait, on a créé des autistes. On a créé des gens qui sont incapables de communiquer, qui savent pas parler aux autres en fait. Ils sont là à envoyer des mèmes, des emojis et des machins sur le téléphone, ils trouvent ça super drôle, ils ont leurs références, leurs machins, etc. Par contre, lorsque il est question de parler avec quelqu'un, il n'y a plus personne. Donc en fait, plus ton smartphone, plus ton téléphone il est intelligent, et plus l'humain qui est derrière le téléphone il est bête. Moi un truc que j'ai fait, c'est de remplacer mon smartphone justement par un Motorola à clapet. Je le montrerai peut-être au montage parce que je l'ai pas sur moi là. Mais voilà, du coup j'ai remplacé mon téléphone par un téléphone à clapet. Et c'est quelque chose qui m'a tellement, mais vraiment changé la vie. C'est un game changer. C'est encore une fois, dès que tu commences à sortir de tes écrans et de tes addictions, etc., ça va changer ta vie. Je pense que tu te rends pas compte de l'énergie que tu mets justement dans ton téléphone en fait. Le monde d'aujourd'hui, tu ne le vois plus par tes propres yeux.
tu ne regardes plus la rue quand tu traverses, tu ne parles plus aux gens dans la rue, tu ne leur dis plus bonjour, etc. Parce que justement tout ça, tu peux le faire sur ton téléphone. Aujourd'hui, tu as Google Maps, tu as les shorts, tu as les machins, et tu peux voir tout et n'importe quoi. En fait, le monde est dans ton téléphone. Donc tu ne vis plus la vie directement, tu la vis par procuration. Ce qui fait que du coup, ton cerveau est habitué à avoir ce réflexe de sortir le téléphone dans sa poche pour voir le monde. En faisant ça, en fait, tu te prives de littéralement tout ce qui existe pour de vrai. Donc tu te prives premièrement de tes réflexions, comme je l'ai dit auparavant. Tout le temps que tu vas gagner justement à ne plus prendre ton téléphone et avoir ce réflexe-là, et ben en fait, tu vas le passer à penser. Parce que justement, tu vas éliminer des réflexes mentaux qui sont inutiles et qui te font stagner. Bref, voilà, un truc qui est vraiment hyper important pour maximiser ses relations sociales, c'est d'arrêter à tout prix d'envoyer tout le temps des SMS, de tout le temps parler par les DM, Insta, etc. Du coup, en fait, tu parles plus aux vraies personnes. T'as plus de relations sociales. La dernière chose de cette vidéo, ça va être vraiment peut-être la plus importante dans ta communication. En tout cas, dans ta communication, on va dire dans la vie réelle et pas dans une vidéo, parce que dans la vidéo, en fait, tu peux à moitié voir ce genre de choses. Mais du coup, cette dernière chose-là qui est très importante dans la vie réelle, c'est la posture. La posture, en fait, c'est le plus important vu que les gens ne se souviennent pas de ce que tu as dit, mais de la manière dont tu l'as dit. Et de ce qu'ils ont ressenti lorsque tu as dit cette chose-là. Ce que tu dois faire en fait, c'est de toucher avec les mots, de choisir les bons mots, en ayant un vocabulaire précis et assez étendu pour pouvoir communiquer l'expression que tu aimerais justement que la personne ressente en face de toi. Et également la posture. La posture c'est quoi? La posture c'est ce qui va marquer la personne, parce que du coup c'est l'image qu'elle aura de toi. En fait, la posture est supérieure au discours, vu que la posture décrit mieux ton état présent que si tu justement utilisais des mots pour l'exprimer. Un exemple très simple. Je pense que tu as cette image-là de la personne un peu nerd, un peu geek, renfermée, qui s'exprime bien avec des mots assez soutenus, assez rares, etc. Et ben, il renverra toujours une image qui sera moins éloquente, moins marquante, que justement quelqu'un qui s'exprime très mal, mais qui est expressif, qui est dominant, qui est marquant. Et l'influence de la posture, elle est, je suis d'accord avec toi, très subtile, mais elle est décisive. Parce que le discours peut être le même, la posture, c'est ce qui va différencier le nerd de l'orateur. Donc ce que je vais te demander vraiment maintenant, c'est d'avoir un petit réflexe de pleine conscience. C'est de te dire, comment est-ce que je me mets maintenant? Maintenant, fais l'exercice, tu le fais maintenant. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Est-ce que tu te sens mal? Bah examine ta posture. Peut-être que t'es renfermé, que t'es étriqué, ou justement, tu te sens bien. Donc tu as une posture large. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'expression du pouvoir et de la domination. Vous pouvez regarder justement la posturologue Amy Cuddy sur YouTube. C'est quelqu'un qui fait justement tout un contenu axé sur la posture, sur l'impact de la posture sur les pensées, sur comment est-ce que justement la posture influence les actions. Mais ce qu'on doit retenir en fait de justement cette expression du pouvoir et de la domination, c'est qu'une personne qui exprime du pouvoir aura tendance à se faire grand, à prendre beaucoup de place, à s'étirer, à s'ouvrir au monde en fait. Tandis que justement, une personne qui exprimera de l'impuissance va se recroqueviller, se fermer au monde. En fait, ça donne l'impression que l'autre domine le monde, domine la pièce, domine la situation, alors que l'autre justement essaie de ne pas se faire remarquer, essaie de se mettre en garde limite pour pas qu'on l'agresse. Je vais donner un exemple super simple. Imagine que tu es dans une pièce, ça peut être un bar, ça peut être un amphithéâtre, ça peut simplement être justement la pièce, je sais pas moi, d'un dîner de famille, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce. L'alpha, lui, il prendra de la place, il occupera de l'espace, parce que c'est son espace, c'est son terrain de jeu, donc c'est normal qu'il l'occupe. Il va s'étaler par exemple, je sais pas moi, par exemple, ses affaires, il va les disperser, il va se mettre comme ça sur la table, tu vois, vraiment, il va prendre de la place. Tandis que le bêta, la personne qui manque de confiance en elle, qui se fait souvent dominer, à l'inverse de l'alpha qui justement lui domine, eh bien, lorsqu'il s'assera quelque part, tu verras... il s'effondrera, tu vois, il soupirera, il sera là, il se renfermera et tout. C'est vraiment des expressions de faiblesse que ça renvoie. Et quand je parle de alpha et bêta, c'est à dessein, puisque dans le monde animal, l'humain en fait partie, mais quand je parle du monde animal, c'est plus largement l'éthologie. Eh bien, on a tendance à compléter l'attitude de l'autre lorsqu'il est question de pouvoir. Si quelqu'un prend beaucoup de place, qu'il est très puissant, qu'il a vraiment une expression de pouvoir, la personne en face de lui, l'interlocuteur, aura tendance à se refermer et à exprimer justement de la soumission. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle une attitude miroir. L'autre prend une image miroir de l'attitude que, par exemple, la personne en face exprime. Ça, c'est extrêmement pratique, puisque tu vois que dès que tu commenceras à corriger ta posture et justement faire attention à comment tu parles, faire attention à comment tu te tiens, faire attention à l'image que tu renvoies, bah, les gens ont très vite tendance à te considérer comme une figure d'autorité, auront plus tendance à se soumettre à toi et te considérer comme un leader. Se soumettre, ça veut pas forcément dire être un béni oui-oui à dire oui ce que tu dis, mais en fait juste hiérarchiquement,
te considérer comme voilà le leader de la conversation, le leader de la pièce et juste l'alpha du groupe. La domination, ça peut avoir plusieurs degrés, c'est-à-dire que au plus on est dominant, au plus on va être vu comme quelqu'un de très brutal, de très alpha, de très viril, et au moins on va être dominant, au plus on va être vu comme quelqu'un justement de sophistiqué. Les deux plaisent aux gens généralement, c'est-à-dire aux hommes comme aux femmes. Quelqu'un de sophistiqué va plaire et quelqu'un justement de plus brutal, de plus viril, etc. va également plaire à des gens qui sont intéressés par ce genre de profil. En fait, il faut juste trouver le style qui te convient à toi. Et quand je dis ça, c'est fais pas le mec brutal si t'es skinny avec des traits féminins, etc. Les traits féminins, ça veut pas forcément dire efféminé, d'accord? Mais d'ailleurs, en fait, justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand c'est vu avec de l'élégance et de la sophistication, ça devient tout de suite très attirant pour les femmes. Mais voilà, trouve le style qui vraiment est propre à toi. En fait, ce qu'on doit comprendre de ça de manière plus générale, c'est que tu trouves ton propre style et tu seras tout de suite perçu comme très éloquent parce qu'en fait tu seras 100% en adéquation avec toi, 100% en congruence, on en avait parlé plus tôt, avec justement ton être profond. En conclusion de cette vidéo, j'aimerais vraiment te dire un petit exercice avant de prendre la parole en public. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être aborder une femme, ça peut être passer un entretien d'embauche par exemple, ça peut être dans une situation stressante. Si tu as par exemple du mal à être en dîner de famille, si tu as du mal à être juste, je sais pas moi, dans un amphithéâtre par exemple, si tu as un exposé à faire, je sais pas si tu es en fac, un truc très bien à faire c'est justement de prendre du temps pour soi, ça peut être quelques secondes, ça peut être quelques minutes, mais pour recorriger sa posture. De se remettre dans une posture dominante, dans une posture, limite ça peut être exagéré, tu vois. Par exemple, je sais pas, moi, tu passes un entretien d'embauche, tu t'enfermes aux toilettes, et pendant 2 minutes, parce que généralement c'est 2 minutes que tu dois faire ça, mais pendant 2 minutes, tu vas, je sais pas, moi, prendre une pause comme ça, et visualiser la situation dans laquelle t'es. Une pause genre littéralement hyper détendue. Et tu vas visualiser la situation qui justement va être difficile pour toi. Et là, t'as l'impression que tu domines la situation. Et tu parles à ton patron comme si c'était toi le patron, tu vois. Tu parles à ton recruteur comme si c'était limite toi qui le recrutais. Et t'es là comme ça, t'es à l'aise, t'es alpha et tout. Et tu verras que tout de suite ta confiance en toi, elle montera. En fait, il y a des études qui ont montré que si pendant 2 minutes tu prenais une posture qui était justement dominante, tu augmenteras jusqu'à 20% ton taux de testostérone. Et tu baisseras de 25% ton taux de cortisol. Le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress. C'est l'hormone qui justement te fait paniquer, te fait paraître non attractif, te fait paraître justement très soumis, parce que si tu es stressé, tu vas entraîner des réactions de défense. Donc tu vas être encore une fois recroquevillé. Justement, à l'inverse, si on prend une posture qui renvoie de la soumission et de la nervosité, on envoie un message nerveux à notre organisme qui baissera de 10% la testostérone et augmentera de au moins 15% le cortisol. Donc prends une posture vraiment dominante, prends une posture qui te fait avoir confiance en soi. Ça peut être ridicule pour les autres, mais toi tu t'en fous en fait, parce que c'est juste toi versus toi. C'est toi, comment est-ce que tu fais pour être plus attirant. Tu t'en bats les couilles du regard des autres, parce qu'encore une fois, le regard des autres, il va être modifié si ta posture et si la manière dont tu interagis avec eux va être positive. Bref, voilà, c'était ma vidéo sur l'éloquence. J'espère vraiment vous avoir apporté le max de valeur, parce que encore une fois, j'estime pas être le plus qualifié, mais comme c'est un sujet que j'ai travaillé, voilà, je voulais vraiment vous communiquer ce que j'avais appris. Je pense que ça va être une vidéo encore une fois très très longue parce que là ça fait à peu près 1 heure que je tourne, je vais vraiment couper beaucoup de trucs. Mais voilà, en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler de ça. On se retrouve du coup la semaine prochaine, je vais essayer vraiment de sortir la vidéo pour la dopamine. Allez, prenez soin de vous les gars, ciao ciao.